Madame, Monsieur, au TEP à toutes, au TEP à tous, nous sommes très ravis de vous retrouver cette autre édition de votre émission préférée, Outiat. Nous sommes contents, il y a une petite semaine qui est passée, mais nous sommes là et nous sommes ravis, comme je vous le disais, de vous retrouver. Est-ce que vous allez bien? Il y a eu une grande conférence annoncée ici, publique. Elle s'est déroulée et avec mon frère Todd tout à l'heure, nous verrons effectivement ce qu'il a eu lieu de dire justement à ce sujet-là, ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, est-ce que tous les intervenants étaient là. Sachez qu'à la réalisation, c'est bien Messi qui assure de ce côté-là. Régie, c'est-à-dire le relais entre la réalisation ici en studio, c'est bien Magne qui va une fois de plus nous accompagner. On va dire bonjour à notre frère Todd abonné. Bonjour papa, comment tu vas? Au TEP, ma soeur, au TEP à tous les frères et à toutes les sœurs de combat. Ma commune de sœur, Mina Matan, Mina Boniuti, Mina Missi. Bonjour à tout le monde. Alors, la conférence publique, elle a été? Oui, tu étais présente, tu as vu ce qui s'est passé. Et la conférence publique a bel et bien eu lieu. Tous les panélistes, les gens que j'ai sollicités pour cette conférence étaient bel et bien présents. La salle, c'est bien qu'elle soit, elle soit trop grande. Je pense qu'elle a contenu quand même une masse considérable qui est venue, qui a répondu à l'appel. Il faut rappeler que je n'ai eu qu'un mois et demi pour préparer cette conférence. Et la conférence s'est très bien déroulée. Tous ceux qui sont venus sont rentrés satisfaits à 100%. Et les thèmes antérieurs, les panélistes étaient, je veux dire, chacun d'après son étiquette, méritait son statut et les interventions telles que celle de Mbok Basson, l'intervention du professeur Oumdigui, l'intervention de Sango Malet, l'intervention de Sa Majesté Rwanda Mabou, l'intervention de Nangonjoy, mon intervention seront appréciées par les uns et les autres. Il n'y a pas de commentaires dessus. Les gens auront le temps de suivre la conférence en intégralité. Déjà, il faut préciser que nous allons faire des montages où nous allons associer les trois premiers intervenants, c'est-à-dire Sango Malet, Nangonjoy et Sa Majesté Rwanda Mabou. Tout à fait. Une première partie de la conférence. Donc quand elle sera diffusée, on va d'abord diffuser cette première partie. Parce que si on fait un même paquet, on aura une vidéo de 5 heures de temps. Tout à fait. Donc on va diviser la vidéo en deux. Les trois premiers intervenants, Nangonjoy, Sango Malet et Sa Majesté Rwanda Mabou, leur intervention sera diffusée. Et les trois derniers intervenants, respectivement Mbok Basson, le professeur Oumdigui et moi en dernier, seront diffusés aussi en une vidéo entière. Donc on aura conférence publique partie 1, conférence publique partie 2. Et le titre de la conférence était Ouhem Messoud Shemsou Mahat. Donc renaissance des suiveurs de la Mahat, c'est-à-dire de la vérité, la justice, l'équité, l'harmonie. Et non seulement la conférence a été appréciée, beaucoup aimée par l'assistance, c'est-à-dire ceux qui sont venus suivre la conférence, mais j'ai aussi reçu beaucoup de remerciements de mes pairs, notamment le professeur Oumdigui qui était très ému d'une si grande réussite et de constater que son étudiant qu'il a formé
pouvait réaliser les si grandes choses. Il est devenu un grand maître aussi. Il est devenu un grand maître. Voilà, il s'est même levé. Bon, vous allez voir tout ça dans la vie. Il s'est levé, il est venu me saluer. Il est venu vous bénir une fois de plus devant tout le monde. C'était très impressionnant. Voilà. Bon Basson, pareil. Bien avant même la conférence, il m'a émis ses félicitations. D'ailleurs, quand il est arrivé dans la salle de conférence, il a vu comme le dispositif, il a dit waouh. Et donc, il s'est absenté pendant 30 minutes et il est revenu après. Et à la fin de la conférence, il m'a encore félicité et m'a encouragé d'aller de l'avant. Le lendemain, il m'a encore appelé, on a causé pendant 30 minutes où il disait que vraiment, si on a des jeunes comme toi, si on en a 5 ou 10 comme ça, qui sont dans la même dynamique et qui ont le même charisme de leadership, beaucoup de choses vont changer. Je l'ai rassuré que je suis en train de constituer une équipe très puissante et j'aurai besoin du soutien des sœurs et des frères de combat. D'ailleurs, j'en profite aussi solennellement pour remercier les quelques sœurs et frères qui m'ont porté leur main forte et en avoir aussi ma déception à l'endroit de la communauté kamite. Beaucoup consomment ce que nous diffusons comme savoir gratuitement. Nous donnons des enseignements gratuits, que ce soit à Kemet TV, que ce soit sur la plateforme de Mobali Makassi. Mais nous constatons une profonde déception venant de la communauté kamite en général. C'est-à-dire que ces gens, en général, sont intéressés par nos enseignements. Et quand ils veulent notre soutien, ils ont tel ou tel problème, ils viennent vers nous, ils nous posent leurs problèmes. Parfois, j'ai besoin du contact de tel. Très facilement, on donne, j'ai besoin de la médiation entre toi et tel, on le fait. J'ai des problèmes dans la vie, j'ai ceci, j'ai cela. On les soutient, on les aide. Mais quand il s'agit de la reconnaissance en retour, encore que ce n'était pas un événement, qui me concernait personnellement. C'était une conférence publique qui vise le combat pratique sur le terrain. Parce que les gens se posent la question, à quoi sert une conférence publique? Et pas dépenser l'argent inutilement. Parce que les réflexions des gens sont focalisées sur quoi? J'ai mes enfants, je dois acheter un terrain, je dois me bâtir une maison, je dois nourrir ma famille, etc. Oui, mais restez donc enfermés dans votre univers familial. Ne vous intéressez même pas aux enseignements que nous donnons, parce que ça ne vous sert à rien. Restez enfermés dans votre bulle et votre univers. Votre famille, vos problèmes personnels. Donc, lorsque nous diffusons les enseignements, ne les écoutez même pas. Mais malheureusement, ils les écoutent et ils en profitent au maximum. Et l'utilité et l'importance de la conférence publique, c'est que déjà, ce n'est pas tout le monde qui écoute Kemet Télévision. Au Cameroun ici, ce n'est pas tout le monde qui écoute Kemet. Kemet Télévision, deuxièmement, n'est pas encore monté sur satellite. C'est la raison pour laquelle l'audimat est réduit. Et par conséquent, une conférence comme celle-là que j'organise, j'ai dû donc m'associer aux autres médias locaux, tels que Canal 2, la CRTV, tels que Info TV, etc. Et j'ai même sollicité certains frères en ligne, ceux qui ont des chaînes YouTube. J'ai reçu aussi une profonde déception là-bas parce que l'ego, il y a une construction de l'ego aujourd'hui que je ne comprends pas. En fait, certains disent qu'ils sont là pour la cause, mais en réalité, ils sont là pour leurs propres intérêts, pour leur visibilité, pour leur autoglorification. Or, l'enjeu du mouvement, c'est de se tenir main dans la main pour construire quelque chose de solide. La plupart de ceux qui sont en ligne, qui ont des chaînes en dehors du frère Mobali, qui est vraiment très, très associatif et qui s'associe aux autres pour renforcer le combat que nous menons. La plupart de ceux qui ont les chaînes en ligne, les chaînes YouTube en ligne, je ne devais même pas appeler certains. Il suffisait que mon flyer circule en ligne et que ça tombe sur l'un d'eux. Ils prennent eux-mêmes l'initiative pour diffuser le message. Mais c'est quoi ça? Les petits égos, en fait, c'est des petits esprits, en fait. Tu vois, ils sont dans une logique d'autoglorification. Et ça, c'est des attitudes à condamner. Parce que les gens en ligne, ceux qui ont des chaînes en ligne, n'ont rien fait pour
faire la promotion de cet événement. Néanmoins, cet événement a réussi. Parce que j'ai eu des soutiens à la CRTV, qui est la chaîne nationale du Cameroun. Un grand frère qui m'a fait passer gratuitement à la CRTV. Sur ses propres frais. Que mon frère, ce que tu fais, je t'encourage. Lui n'aime même pas Kamit. C'est un comédien qui est très bien connu, du Karata. Donc, à qui je passe particulièrement mes remerciements. Je suis arrivé à Info TV. La dame qui est au service commercial a dû faire les mains et les pieds. C'est vrai qu'il y a des petites modalités qu'il fallait remplir là-bas. Je les ai remplies. Mais ils m'ont offert une plage de 4 reprises à Info TV pour annoncer ma conférence. J'ai eu le soutien du frère Jean-Jacques Zé, qui est un journaliste très connu au Cameroun. J'ai eu le soutien de la sœur Bessala, qui est aussi une très grande journaliste. J'ai eu le soutien de d'autres personnes. De l'autre côté, à Canal 2, j'ai eu le soutien du jeune qui présente la matinale à Canal 2. J'ai eu le soutien du directeur du service commercial. J'ai eu le soutien de beaucoup de personnes dans les médias officiels. Mais tous ceux qui sont en ligne sont en quête d'argent et en quête de célébrité. Ils ne comprennent pas le combat en fait. Oui, ils n'ont pas encore compris. Et la même chose que j'adresse à la communauté Kamit, qui m'a lâché, parce que j'ai eu le soutien à peine de 10 personnes. Je suis des dizaines de milliers de personnes qui m'écoutent dans le monde. Des dizaines de milliers de personnes qui m'écoutent dans le monde. C'est à peine 10 personnes qui m'ont apporté leur soutien. Donc il fallait que je l'annonce. Mon mécontentement à l'endroit des sœurs et des frères Kamit qui pensent que leur bulle doit être renfermée dans leurs intérêts personnels, alors qu'on est là pour un combat collectif. Mais les Juifs nous dépassent comment avec les Arabes? Quand l'un de tout le monde est derrière pour soutenir. Et nous on dit que l'Afrique va se développer avec cette mentalité individualiste et des gens qui ne voient pas loin, qui ne comprennent pas. Donc, comme j'étais en train de le dire, l'utilité de la conférence publique consistait à toucher la plus grande masse. Parce que en m'associant à d'autres médias pour annoncer cet événement, il y a eu écho à tout, jusqu'au dernier recoin du pays du Cameroun. Et les gens, même si il n'y a pas eu des 500 personnes ou 300 personnes dans la salle, il y a quand même eu cette information qui a circulé partout, que effectivement, les Kamit, il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement Kamit et qui propose une alternative au mouvement panafricaniste. Et cette alternative qui est donc fondée sur la vision africaine du monde. Donc par conséquent, la conférence a vraiment porté un très grand écho. Et même après la conférence, les journalistes des chaînes locales sont venus, ont fait des captures, etc. Et ils ont fait des petits trucs de 3 minutes qui ont été diffusés pendant le journal, lors des émissions du soir. Et donc, vraiment, j'ai été très, très honoré de cette réussite et j'envisage encore d'ici 6 mois faire quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus impressionnant que cela. Parce que l'enjeu, c'est de toucher la plus grande masse. Et les dépenses, je me suis épuisé. Il est vrai que les quelques sœurs et frères Kamit m'ont porté un coup de main. C'est pas négligeable. Si quelqu'un t'envoie 100 €, c'est pas négligeable si quelqu'un t'envoie 50 €. Et certains sont allés même au-delà, parfois 300 €, parfois 200 €. Mais bon, environ 10 personnes, quand on associe, ça donne quand même quelque chose. Mais le plus gros a été abattu par mes propres poches parce que c'est un sacrifice. Je suis né pour une mission, je dois accomplir cette mission. Et ceux qui n'ont pas encore compris les enjeux des conférences et autres, qui restent dans leur bulle, mais que nous assistent pas, nous allons continuer de mener ce combat. Nous allons continuer d'œuvrer parce que nous avons des enfants que nous allons laisser derrière nous. Le combat que nous menons, c'est pour les générations futures. Les gens de notre génération, très peu ont la vision, très peu ont la prospective, c'est-à-dire une projection vers l'avenir. Très peu. Encore que leur projection se borne à je vais envoyer mes enfants à l'école, il faut qu'ils réussissent, ils trouvent un boulot, etc. Point barre. Les affaires de renaissance africaine, ils s'y intéressent parce qu'ils ont les problèmes, ils ont les blocages, ils sont malades. Point barre. Dès que ça finit à ce niveau, ils ne sont plus là. Quand il faut se tenir main dans la main pour réaliser des choses plus puissantes
qui vont porter l'écho dans le monde, ils ne sont pas là. Ils s'intéressent à ce que nous faisons parce qu'ils ont besoin de blindage, parce qu'ils ont besoin du travail, ils ont besoin de beaucoup d'argent, parce qu'ils sont malades, ils ont besoin d'être soignés, d'autres ont besoin de mari, d'autres ont besoin de femmes et d'autres ont besoin des enfants. Voilà les intérêts qui attirent les gens dans ce que nous faisons là. En dehors de ça, ils ne sont pas avec nous. Voilà. Ils finissent de suivre les enseignements, chacun se renferme rentre dans sa vie privée et personnelle. Mais cela devrait-il nous décourager? Non, je dis non, ça ne devrait pas nous décourager parce que en cela, ce serait comme si sans leur apport, nous ne pouvons pas avancer. Nous allons avancer sans le soutien de ces gens qui n'ont encore rien compris, mais nous avançons aussi avec le soutien de ceux qui ont compris et qui aiment bien m'encourager et m'assister dans tout ce que je fais. OTEP. Merci une fois de plus, madame, monsieur, d'être des nôtres. Vous êtes effectivement sur votre émission Oudjat, hein, votre émission de la pensée révolutionnaire, le programme d'aujourd'hui. Je pense qu'il va être affiché et tout à l'heure au bas de votre petit écran. Je parle de la thématique où se joue l'avenir du peuple négro-africain. C'est de cela dont il s'agit aujourd'hui, madame, monsieur. Nous allons traverser cette thématique, hein, voir dans son côté spirituel ce que ça peut nous apporter dans le système éducatif, évidemment aussi dans le socio-rural, dans la politique, dans l'économie et enfin dans la technologie. Nous allons commencer par ce proverbe bantou qui dit que quand les racines ne sont pas profondes, le vent peut justement tout emporter, pour signifier que sans ancrage spirituel et éducatif, l'Afrique est vulnérable aux influences extérieures et franchement, ce n'est pas bon pour nous. Alors, le monde avance, hein, les puissances se recomposent, les civilisations s'affirment ou s'effacent. Et pendant ce temps, une question brûlante se pose à nous, enfants du continent noir. Où se joue réellement l'avenir du peuple négro-africain? Est-ce dans la profondeur de nos spiritualités, dans l'éveil d'un système éducatif repensé? Ou alors, est-ce dans nos villages, dans nos terres, dans nos urnes ou dans nos centres de recherche technologique? Sommes-nous maîtres de notre destin ou simples spectateurs du monde qui se redessine? Justement, sont nous. Faisons attention. Tout à l'heure dans Oudjat, nous ouvrons une autre réflexion forte, essentielle, vitale même pour toute l'Afrique et pour toute l'humanité. Parce que comprendre où se joue notre avenir, c'est commencer à l'écrire. Et cette fois-ci, franchement, madame, monsieur, avec nos propres mots. Et nous le verrons évidemment avec notre frère Tord. Sans plus tarder, je pense qu'on va commencer par la spiritualité. Et la spiritualité, je parle de notre spiritualité africaine, hein, longtemps diabolisée. Elle recèle pourtant des clés de notre équilibre, du respect des existants, de l'organisation sociale. Voilà, elle pourrait offrir une boussole morale dans un monde en perte de sens, on pourrait dire. Oui, effectivement, la spiritualité est bâtie sur une vision du monde. La spiritualité n'est pas une construction mentale. Je veux dire la spiritualité africaine. Africaine, très bien. Elle est un vécu, elle est un contact avec le réel, un contact pratique avec le réel, un contact pratique avec la force qui anime la nature et toutes les intelligences qui animent la nature. Un contact avec notre essence intime, intérieure. Un contact avec nos proches et nos semblables. Et cette spiritualité ne se borne pas à un ensemble de rites, de coutumes ou alors du culte des ancêtres, non? Cette spiritualité s'élève au contact avec la transcendance et le divin, et donc avec ce qu'on appelle la divinité. Par conséquent, il y a une théologie africaine, il y a une mystique africaine, il y a un vécu africain, il y a l'art négro-africain qui se dégage de tout ça. Et il y a un mode de vie organisationnel, quand on parle du social, du politique et de l'économique, qui découle de cette spiritualité, qui elle-même découle d'une vision du monde.
Par conséquent, les enjeux aujourd'hui seraient d'ailleurs ce qui a été annoncé, ce qui a été déclaré, les dernières déclarations que j'ai faites pendant la grande conférence publique que j'ai organisée samedi dernier. Les grands enjeux aujourd'hui, c'est de permettre au peuple noir d'entrer en connaissance de la pensée profonde des textes sacrés négro-africains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je déclare solennellement aujourd'hui que tous ceux et toutes celles qui souhaitent entrer dans la compréhension profonde des textes sacrés africains, notamment les textes des pyramides, les textes des sarcophages, le livre de Sortir à la lumière, le livre de la vache du ciel, le livre des portes et autres, s'inscrivent au cours chez moi, parce que nous aurons des séances personnelles de cours où nous aurons des entretiens d'1 heure ou de 2 heures où on ira chapitre après chapitre pour décrypter le message qui est contenu dans ces textes sacrés. Parce que là, il faut maintenant entrer dans le volet pratique. On a trop parlé, il faut acheter les livres, mais les gens les achètent, ils les lisent, mais chacun, est-ce que les gens ont les clés pour décrypter le message qui est contenu? Est-ce qu'ils ont la formation de métaphysicien? Est-ce qu'ils ont la forme, notamment qui intègre l'étude de ce qu'on appelle l'herméneutique des textes, l'étude des langues anciennes telles que les médounétaires, les hiéroglyphes, le grec, le latin, le sanskrit, etc. L'étude des cosmologies, c'est-à-dire des visions du monde, cosmologie chinoise, cosmologie japonaise, cosmologie indienne, cosmologie négro-africaine, cosmologie judéo-chrétienne, etc., etc. Cosmologie inca maya. L'étude du symbolisme religieux ou mystique, l'étude du totémisme, qui est le propre de l'Afrique noire. Et ce totémisme, ça s'apprend sur le terrain. C'est vrai, il y a une partie qui s'étudie dans les livres, mais pour mieux comprendre le totémisme, il faut être dans la voie de l'initiation. D'ailleurs, dans laquelle, voilà, il faut pratiquer, dans laquelle je suis déjà depuis près d'une dizaine d'années. Donc, d'accord, vous voulez dire, entre parenthèses, que tu te transformes quand tu le souhaites, c'est ça. Donc, oui. Pour comprendre les textes sacrés, il faut avoir ces clés. Tout à fait. Voilà. On ne les lit pas comme un roman. C'est la raison pour laquelle il faut donc travailler avec des techniciens, des gens qui maîtrisent la chose, qui peuvent donc vous orienter dans ces choses-là. Donc, j'invite toutes les sœurs et tous les frères qui ont déjà le livre des morts chez eux ou chez elles, les textes des pyramides chez eux ou chez elles, les textes des sarcophages chez eux ou chez elles, de me contacter afin que ce travail commence. Je ne sais pas s'il faudra que je constitue des groupes de travail, ou alors des ateliers, ou alors il faudrait peut-être travailler avec chacun individuellement. Parce que parfois, il y a certains qui ne seront pas disponibles au même moment. Mais je pense que le travail individuel est mieux. Et voilà donc, déjà la première initiative, c'est de permettre à notre peuple de comprendre les textes sacrés. La deuxième initiative que je vais lancer aussi, c'est permettre à notre peuple de comprendre les médounétaires, les hiéroglyphes, de savoir lire les hiéroglyphes. Donc, tous ceux qui ont ces besoins, c'est vrai que j'ai un agenda très chargé, mais je pense que je vais consacrer une marge de temps pour ce type de formation-là. Et donc, c'est une formation qui peut s'étaler à des années. Parce que, à un certain moment, après avoir compris, il faut pratiquer. Donc, il faut venir, on va en forêt chez les Baka, on peut faire le bon travail pratique là-bas. Donc, voilà ce que j'avais annoncé pour un premier début. Et donc, en rapport avec la question liée à la spiritualité, il est aujourd'hui question pour nous de réélaborer une théologie africaine, fondée sur la compréhension de nos textes sacrés et fondée sur un ensemble de rites liturgiques qui seront pratiqués par tous les kamites et toutes les kamites. Et en cela, je suis déjà associé à beaucoup d'initiés. C'est vrai, très peu s'intéressent déjà au texte sacré africain. Beaucoup d'initiés sont encore dans les initiations, dans les forêts. Mais très peu ont déjà pris connaissance des textes sacrés. Parfois par manque de culture. Mais d'autres, très rares. Je crois qu'il y en a un ou deux qui s'intéressent aux textes sacrés, qui les lisent, avec lesquels je suis déjà associé.
Et on va aussi élaborer des programmes de travaux. Je vais élaborer des programmes de travaux avec ces aînés afin qu'on puisse asseoir un ensemble de rites arrêtés pour des dates bien spécifiques. Comme les autres ont leur dimanche pour faire la messe, comme ils ont leur fête de Noël, leur fête de Pâques, nous allons aussi arrêter des dates bien spécifiques. C'est vrai que certains initiés le font déjà dans leur localité, mais il faut que ça devienne une pratique générale qui ne sera plus contenue dans les ethnies et les tribus, mais qui va devenir comme un centre de spiritualité. Si ça peut voir le jour au Cameroun, c'est déjà bien. Avec le temps, ça va s'étendre au Congo, au Burkina Faso surtout. Je l'aime bien ce Burkina Faso. Le nouveau Burkina Faso là me plaît beaucoup. En Côte d'Ivoire, au Nigeria, partout en Afrique, y compris chez les sœurs et les frères de combat qui vivent en territoire outre-mer. Donc, cet ensemble de rites liturgiques sera mis sur pied et l'écriture d'une théologie africaine devra prendre corps. Et il faudra aussi créer un corps d'initiés qui va présider les cultes. Voilà. Donc, ça commence au Cameroun et ensuite ça va suivre dans les autres pays. Par conséquent, il faudra que nous ayons des lieux bâtis par nous-mêmes. Des centres sacrés, des lieux sacrés, où nous allons donc opérer des rites et des cultes avec tous ceux qui seront intéressés, afin que prenne corps en réalité le mouvement spirituel du peuple noir. Et c'est là où l'avenir de l'Afrique se joue. Ça commence d'abord dans un contact avec la transcendance. Donc voilà ce qu'on peut déjà dire concernant la première question en rapport avec la spiritualité. La spiritualité, très bien. Alors nous allons parler du système éducatif, de l'éducation. Aujourd'hui, souvent, elle est coloniale, on va le dire, hein, dans son approche, elle forme à l'imitation plus qu'à l'innovation. Or, sans éducation enracinée et adaptée, aucune nation ne peut réellement s'élever. Mais une éducation qui est propre, évidemment. Tout à fait. Je suis le fruit du système d'aliénation. Nous tous. Mais la chose la plus étonnante, c'est que je fais partie des personnes extrêmement rares qui ont réussi à se détacher de cette emprise septième et satanique. Absolument. Qui colore et qui repose dans ce système éducatif. Et l'idéologie qui est véhiculée. Tout à fait. On dit que j'ai l'esprit de rébellion. C'est pas l'esprit de rébellion. C'est la clarté. C'est une destinée que je suis en train de suivre. Tout à fait. C'est pas simplement le fait d'être rebelle, de dire que je ne veux pas faire comme les autres, non. Il y a quelque chose au fond de toi qui te dit c'est pas le chemin de la vérité là-bas. C'est pas la voie de la vérité là-bas. C'est la voie du mensonge. Et non seulement du mensonge, mais de l'abysse. C'est-à-dire du contrôle mental perpétuel. Manipulation. Voilà. Et donc, c'est ainsi, et comme j'étais dans mon développement, j'étais en train de dire que, en réalité, le système éducatif ne se limite pas à l'école. À l'école, là, que la CIL, le cours préparatoire, le lycée, ou le collège et l'université. Ce système éducatif commence à la maison. Chaque dimanche, il faut aller à la messe. Chaque matin, il faut se lever pour prier Jésus. Si on ne prie pas Jésus, on n'a pas l'argent de payer. On ne mange pas. On n'a pas l'argent pour aller à l'école. On ne nous envoie même plus à l'école. Parce que on renie qui? Dieu. Oui, on renie Dieu. Et d'après eux, c'est le vrai Dieu. Nos parents là, ils y ont cru bec et que c'était le vrai Dieu. Si on ne va pas à la mosquée, hein, pour aller écouter la doctrine de Mohammed, chez Allah, etc., nous sommes privés de... Nous sommes même bastonnés parce que non seulement on nous tape, parce qu'on nous fouette pour nous obliger à réciter le Coran, à réciter le « Je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux », à prier Jésus, etc. Donc, ce système éducatif se poursuit avec des slogans émis par nos parents qui disent « Je vis comme un blanc, je mange comme un blanc, je m'habille comme un blanc ». Hein? Ça veut dire quoi? Il met déjà dans la tête des enfants que le blanc est supérieur aux autres. Et certains vont même plus loin en disant que le blanc est le remplaçant de Dieu sur terre. En réalité, c'est le syndrome d'un peuple amnésique
qui a oublié toutes les grandes prouesses que ses ancêtres ont réalisées. Il ne sait pas que ses ancêtres, ce sont eux qui ont construit les pyramides. Que ce sont eux qui ont initié les mathématiques, la physique, la chimie, l'astrophysique, la connaissance des arts et tout ça. La médecine, l'architecture, la politique, les textes sacrés, la spiritualité. Il ne sait plus ça. Donc il croit que lui là, comme il est né dans un village là-bas, que c'est là-bas qu'ils ont toujours été et que ses ancêtres sont sortis de la forêt et que c'est le blanc qui les a sortis de la forêt pour construire maintenant les villes comme Yaoundé, Yamoussoukro, etc. etc. Grande aliénation quand même. Donc, il y a ce rapport avec le blanc qui est un rapport de complexé. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle des négresses aiment bien épouser les blancs ou les métis. Voilà. Parce que là, maintenant, elle avait la race supérieure et ses enfants seront maintenant introduits dans la lignée de la race supérieure. Et elle dit que, bon, quand je touche les cheveux de mon fils, c'est lisse. C'est comme pour les blancs. Il y a même des femmes brunes qu'on appelle la blanche. C'est-à-dire que nous, alors, on est arrivé à un autre niveau que on ne comprend même plus ce qui nous arrive. Un peuple complexé à un niveau incroyable. Donc, il y a ces complexes qui sont des maladies arrière. Par exemple, moi, je suis le thérapeute. Donc, je suis le négro-thérapeute. Il faut lessiver à nouveau ces cerveaux-là afin d'y intégrer la force du Manara. La mémoire historique qui est la nôtre. Formatage complet. Il faut un reformatage. Donc, je suis le négro-thérapeute. Il faut déjà commencer à m'appeler comme ça. Le négro-thérapeute. Très bien, c'est noté, frère. Donc, il y a des choses qui sont imprimées dans nos mœurs qui ont été imprimées pendant au moins 2000 ans. C'est-à-dire que, même avant la traite négrière, il y a des nègres qui étaient déjà lessivés mentalement. Avec le contact avec les Grecs, les Romains, et plus tard avec les Arabes. Avant que les gens qui disent que la traite négrière n'arrive, et l'impérialisme, ça a commencé après la chute de l'Empire nubo-égyptien. La preuve en est qu'au Moyen-Âge, il y avait des rois au Mali qui étaient des musulmans, carrément des musulmans. Ils jurent au nom d'Allah, mais il dit qu'il est roi en terre africaine. Et il déshonore ses ancêtres en se tournant vers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui n'est pas le Dieu de Sokoto, de Njameni, de Kameni ou d'Abena. On dit bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les autres, pour se révolter contre le fait qu'on n'a pas mis Ismaël dedans, ils ont aussi créé leur part qu'on appelle l'islam. Parce que Ismaël, on dit Abraham, Isaac, Jacob, alors qu'Abraham a eu Ismaël et Isaac. Pourquoi on choisit seulement Isaac? Les Arabes ont dit que nous aussi on crée pour nous. Qui est l'islam? Pourquoi nous alors? Nous on ne crée pas pour nous. Parce que pour nous était déjà là avant tout ça. Donc on réveille tout simplement, c'est tout. Et maintenant ce système éducatif donc, qui commence à la maison, qui se poursuit à travers les slogans sociaux, à travers les mœurs corrompues, celles que je viens de décrire, même au niveau de l'habillement. Ça se voit, on veut s'habiller comme les blancs, on veut porter les vestes avec le pilon au cou, après on appelle ça la cravate, etc. Donc, on voit des petits nègres que s'ils ne mettent pas les coscos aux pieds, on dit même que on n'entre pas ici si on ne met pas la veste et la cravate. On a commencé à conditionner même les gens jusqu'à ce niveau-là. Il y a des lieux jusqu'à présent où si tu n'as pas la veste et la cravate, sauf si tu es top abonné. Parce que moi je suis déjà passe-partout. Quand j'arrive quand même, on sait que c'est top là-bas. Ouvrez. Voilà. Voilà. Pour l'occasion. Voilà. Donc, déjà j'ai des tenues qui me permettent d'entrer partout. Et donc, il y a cette structure sociale qui est corrompue, qui est aliénée. Et ça s'accentue maintenant dans les salles de classe. Ou même pour parler ta langue, on dit que tu parles le patois. Ici, il faut parler français ou anglais. Quand on était enfant, à l'école primaire, on nous tapait pour nous obliger à parler français ou anglais. Donc on ne parle pas sa langue locale à l'école. C'est interdit. Donc, ensuite, maintenant, on nous introduit dans un alphabet qui n'est pas le nôtre. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F, G, Y, machin, etc. Après, maintenant, on commence à nous dire que Christophe Colomb, etc., etc. On ne nous parle jamais de Khufu, de Menkaura, d'Imhotep, de Namer, jamais. Quand on vient même un peu parler de l'Égypte pharaonique au lycée, c'est en passant.
Sans passant, ça dit que on ne vous dit même pas que c'est votre peuple là. Hein. On vous dit que les Égyptiens, les pharaons, et, quand on monte maintenant le film, on vous montre les pharaons blancs et des reines égyptiennes blanches, des choses comme ça. Tout est corrompu. L'histoire est corrompue. Les inventions, c'est elle a inventé telle formule en mathématiques, telle formule en physique, c'est toujours des blancs. Alors que beaucoup de noirs sont des inventeurs, mais on n'en parle jamais. Donc, nos encadreurs, à la base, l'éducation de base, étaient des aliénés. Ceux du lycée, des aliénés. Ceux des universités, des aliénés. Donc, on a toute une stratification. Là, maintenant, c'est très grave maintenant. Parce que les politiques eux-mêmes sont encore plus aliénés même que les villageois du village. C'est-à-dire que les politiques, dans leur modèle de réflexion, c'est Montesquieu, c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est Machiavel. Donc, les doctrines et les ésotériques, alors là-bas, ils sont versés. Tous sont versés là-bas dedans. Il n'y a pas d'exception. Donc, de la base, chez les parents, l'aliénation commence à la maison. Quand on arrive au niveau de l'éducation, l'aliénation se poursuit. Au niveau des structures sociales, administratives, c'est des systèmes d'aliénation davantage. L'administration camerounaise est bâtie sur le modèle colonial. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire au niveau de l'éducation? Est-ce que créer des écoles comme vous l'avez proposé, rechanger les mentalités, je veux dire avec une nouvelle éducation africaine? Qu'est-ce qu'il faut réellement? Bien évidemment, c'est sur cette voie que je suis en train d'aller. Et il ne faut pas seulement commencer à créer les écoles, mais il faut déjà avoir des personnes formées, comme moi, comme toi, que je suis en train de former, comme Magne que je suis en train de former, comme Messi qui est là, que je suis en train, comme tout ce que je suis en train de former. Très bien. De par le monde. Si nous avons déjà un corps d'enseignants et un corps d'initiés, on peut déjà... Parce que tu vas construire les écoles, qui va venir enseigner là-bas? C'est les professeurs de mathématiques, d'histoire et de géographie de là-bas. Non. Il faut d'abord avoir des personnes formées. Et une fois qu'on a des personnes formées, alors on peut commencer à créer des écoles. Et en ce moment, une fois qu'on a des personnes formées, on élabore donc un corpus éducatif, c'est-à-dire partant de l'éducation de base, de l'école maternelle, en passant par l'école primaire, le lycée, jusqu'aux universités. Et en attendant que ces formations-là soient faites, que ces écoles-là soient créées, comment communiquer l'éducation africaine à nos enfants ou alors à tout ce qui nous entoure? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? J'ai déjà fait dans cette chaîne de télé 2 émissions intitulées Parents, enfants, je crois, histoire, machin. Vous pouvez aller en ligne, vous tapez simplement Parents, enfants, conscience et histoire. C'est 2 émissions que j'ai faites pour indiquer aux uns et aux autres comment former leurs enfants à la maison. Donc, très peu de personnes ont suivi ces émissions-là. Peut-être le titre ne les a pas attirés parce que les gens aiment les titres sensationnels. Oh, chaque émission que j'ai fait, même si le titre est négligeable, arrêtez-vous et écoutez parce que les choses qui sont dites là vont passer inaperçues sans que vous ne sachiez que j'avais déjà parlé de ça là-bas. Ne soyez pas éblouis par les titres. Dès que vous voyez que je suis là, je suis en train de parler, arrêtez-vous et écoutez. Quand il même dit maintenant, discours de Benga, enjeux et perspectives, quand ils voient un titre comme ça, ils sont versés là-bas dedans plein. Parce qu'en fait, ils aiment le sensationnel. Alors que des petits titres qui ne ressemblent à rien, les enseignements qui sont diffusés là-bas sont incroyables. Donc, comme j'étais en train de le dire, il faut revoir le système éducatif totalement dès la base familiale jusqu'au sommet. Donc, le système éducatif doit être remodelé. Intégrer l'histoire authentique de l'Afrique, permettre aux Noirs de se reconnecter à leur mémoire historique. Ils ne vont plus raisonner que je vis comme un blanc. Ils vont dire peut-être que je vis comme un pharaon. Comme mes ancêtres, le pharaon. Voilà. Là maintenant, quand il est même devant le blanc, il dit je vis comme mes ancêtres, le pharaon. Le blanc lui-même va d'abord reculer que mais ça c'est le fils d'un pharaon. Donc je lui dois du respect. Mais tu es devant un blanc. Le blanc passe. Il t'entend, toi, le petit nègre aliéné, dit je vis comme un blanc, je m'habille comme un blanc. Mais tu veux qu'il vous regarde, il ne peut pas vous respecter avec cette bulle-là. Et on se plaint tous les jours que les blancs nous manquent de respect, alors que nous-mêmes, nous développons des complexes d'infériorité vis-à-vis d'eux. Je prends un exemple. Ici en ville, lorsque un blanc est dans l'embouteillage, ou quand il est sous le contrôle de la police, quand il arrive, hein,
on ouvre vite. Mais quand leur frère noir arrive, on le bloque et on commence à le taxer qui paye. Alors que quand les nègres sont chez les blancs, n'est-ce pas, c'est l'inverse qui se produit. Ils sont solidaires, les blancs sont solidaires entre eux. Et ils bloquent les noirs partout. Mais ici, quand le blanc est ici, il a le laisser aller, le laisser passer. Et parfois même quand on veut même encore commencer à lui poser les questions, c'est d'autres nègres qui se révoltent. Laisse passer Dieu. Dieu est là, laisse passer Dieu. Donc, nous sommes vraiment dans des situations incroyables où le peuple est dans les abysses. Et face à ça, le Chinois ne peut pas nous respecter. Le Japonais ne peut pas nous respecter. L'Indien ne peut pas nous respecter. Le Français, l'Américain, ils ne peuvent pas nous respecter. Parce que nous-mêmes, nous ne nous respectons pas. Nous ne nous valorisons pas. Nous ne sommes pas solidaires entre nous. Donc voilà le grand vice que nous vivons, que nous subissons tous les jours. Et je dis stop à tout ça. Cette émission de la pensée révolutionnaire doit réformer les entendements. Et à partir d'aujourd'hui, je porte le nom de négro-thérapeute. Négro-thérapeute. Socio-ruralité, vous le savez, 60% des Africains vivent encore en zone rurale. Le village, loin d'être un vestige, est justement le cœur battant de nos valeurs africaines, hein, de la résilience, évidemment, de l'économie alimentaire africaine, de tout, on peut le dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là, de la ruralité? Déjà, au niveau, au niveau rural, le rural même, c'est des centres urbains qui peuvent être des arrondissements, des districts. Mais je parle d'abord dans les villages. Qu'est-ce qui doit être fait dans les villages? Je suis en train d'élaborer un programme pour entrer en contact avec les chefs traditionnels. Dans chaque chefferie au Cameroun, ici, l'association que j'ai créée, au Vermoussout, doit avoir un représentant, un conseiller, très bien, pour conseiller les chefs, pour les instruire sur l'histoire de l'Afrique, pour leur apprendre à connaître les textes sacrés africains, pour leur apprendre quel est le vrai rôle du chef dans sa localité. Il ne doit pas être parmi les sorciers qui détruisent les jeunes. Quel est le vrai rôle? Ça doit être le censeur, celui qui règne sur la base de la justice. Ça ne doit pas être quelqu'un qu'on achète avec l'argent, qu'on corrompt et qu'on oblige à aller faire des choses contre son propre peuple. Donc, il faut qu'on ait des représentants locaux. Et là, nous œuvrons pour bâtir nos nations. Nous ne sommes pas contre la politique, mais nous sommes contre le modèle colonial de la politique. Il faut repenser, parce que là, nous sommes en train d'entrer dans la politique. Quand on parle des chefs de village, c'est déjà un pas dans la politique. Mais c'est d'abord une politique locale. Avant de parler de la politique générale. Ça commence d'abord là. Et c'est d'ailleurs le modèle égyptien. Parce que l'empire nubo-égyptien était constitué de 42 noms. Et chaque nom, c'était comme les provinces. Chaque nom avait un nomarque. Et chaque nom avait un totem. Il y avait le totem du lion là, là-bas le totem du crocodile. Donc, comme les emblèmes quoi. Le drapeau, comme les... Oui. Voilà. Et cette circonscription administrative avait une manière de se comporter, avait une manière de s'organiser, mais en accord avec la gestion centrale du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de décentralisation où chaque nomarque gérait l'agriculture, l'élevage, l'économie locale. Et c'est ce qui faisait la prospérité générale, justement. Et il y avait donc le surplus des productions était stocké dans le grenier de Pharaon, afin qu'en période de crise, il y ait redistribution dans chaque localité. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le modèle que nous avons. Ceux qui sont au centre accumulent tout. Ils pillent tout. Ils volent tout. Au résultat des courses, le peuple ne se retrouve avec rien. Et le peuple ne se retrouve avec rien. Donc, nous sommes exactement dans un modèle politique septien qui ne reflète pas la politique traditionnelle pratiquée par nos aïeux. Il faudrait donc que les générations futures repensent le modèle politique négro-africain. Et donc, ça commence dans les chefferies. Si les chefs ne sont pas instruits, les enfants qui grandissent dans cette localité seront prisonniers du système. Donc chaque chefferie doit être instruite et le chef doit avoir au moins 4 séances d'entretien avec sa communauté, où il enseigne sa communauté. Ce qu'il reçoit comme information, lui-même il se remet à l'école. Mais comme c'est difficile alors qu'un vieux de 60 ans ou 70 ans accepte d'apprendre. Recommencer très peu. Pas aller à l'école. C'est-à-dire qu'il peut être suivi sur place.
Ben, c'est toujours une école, c'est ce que je veux dire. Voilà. Oui. Mais alors, les grands esprits, c'est ceux qui restent ouverts à l'apprentissage. Donc, ce sera difficile parce qu'il y aura des esprits réfractaires. D'abord, ils vont se poser la question, qu'est-ce qu'un jeune peut venir? C'est moi le vieux aliéné qui doit plutôt l'enseigner. Donc, voilà, on sait qu'on sera buté à ce genre de discuter, mais il faut commencer à le faire. Donc, on va voir. Mais on va commencer avec les chefs volontaires, ceux qui sont ouverts d'esprit, qui sont preneurs, réceptifs. On aura des entretiens avec eux. Et ça, c'est pour l'intérêt collectif. C'est pour rebâtir nos nations. C'est pour l'intérêt des générations futures. Les gens pensent que la politique seulement pour le présent. On appelle ça le pouvoir temporel. Et c'est un pouvoir septien. Le pouvoir éternel est un pouvoir osirien. Le pouvoir temporel, la gloire temporelle, c'est ça qu'on vend à l'élite politique africaine. Donc, les zones rurales doivent se réorganiser en communautés où l'agriculture, l'élevage est organisé par le chef. Les terrains à exploiter, on ne doit plus voir les gens qui restent à la maison le matin jusqu'à 10 h. Tu fais quoi à la maison? Mais après, tu vas devenir un voleur. Le matin, tu dois aller au champ pour aller cultiver le champ. Tout le monde doit avoir une machette, une houe. Et c'est sur la base de... Il faut même que les chefs redécouvrent les rites agraires, c'est-à-dire pour fertiliser les sols. Les gens ont perdu ça. C'est vrai, certains sols sont devenus infertiles, pauvres. Mais il y a des gens qui maîtrisent encore les rites de régénération des sols. Donc il faut que les chefs entendent connaissance de ces rites-là. Et œuvrent pour la justice. Parce que parfois les ancêtres maudissent la terre parce que le chef fait mal son travail au sein de sa communauté. Il détruit au lieu de construire. Il appauvrit au lieu d'enrichir. Donc, ces chefs doivent être cultivés à nouveau. Et les communautés pourront être instruites grâce à la chefferie. Et c'est à ce moment-là même que les gens vont recommencer à respecter les chefs. Les gens ne respectent plus les chefs parce que les chefs traditionnels ne font plus leur travail. Ils courent derrière les meetings politiques où ils reçoivent des enveloppes de 50 000, 100 000. Pour un chef, c'est un secret, non? Voilà. Ce n'est pas quelque chose C'est une dignité. Tout à fait. C'est pas un vulgaire. Il ne doit pas être dans les vulgarités. On voit des chefs assis dans les bars, en train de jouer au songo dans les bars, taper les commentaires sur le Barça. Après, il dit que Lionel Messi est plus riche que Cristiano Ronaldo. Voilà, tu vois des nègres qui sont dans ce type de conversation-là. Et en plus, un chef. C'est-à-dire qu'au lieu de penser l'avenir de sa communauté, il est en train de comparer la richesse de Lionel Messi et celle de Cristiano Ronaldo. Regarde à quel niveau nous sommes arrivés. En plus, un chef. Un chef, au lieu d'être conseillé par ses fils qui sont instruits et qui peuvent lui permettre de redécouvrir l'Afrique, il se fait instruire par les évêques, par les prêtres. On voit les prêtres et les évêques dans les chefferies. Donc pour davantage enfoncer l'Afrique. Donc c'est quand même des parallèles. On voit des imams comme au nord là, qui sont d'abord eux-mêmes ils sont même d'abord des musulmans. Donc voilà le problème au niveau des... Les localités ne peuvent être éduquées parce que un intrus ne peut pas venir parler dans une localité s'il n'a pas l'aval du chef. Et c'est quand le chef prend la parole qu'il rassemble son peuple, qui parle, commence à donner. Si les gens ne sont pas instruits, ils vont changer comment? Ils ne peuvent pas. Donc voilà le travail qu'il faut commencer à faire dans les villages. Dans les villages. Et maintenant, dans les districts, ça va donc se répandre au fur et à mesure. Voilà ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne le social et le rural. Très bien, monsieur, madame, monsieur, vous êtes toujours sur votre émission Oudjat, votre émission de la pensée révolutionnaire. Nous allons prendre une courte pause, le temps pour vous de prendre un petit verre d'eau. Et nous nous retrouvons pour la suite, pour revenir parler de politique, de l'aspect de l'économie et évidemment de la technologie africaine. A tout de suite, madame, monsieur. De Kemet reconnaît. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 27 juillet au 11 août 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste
réveillent l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31. Madame, Monsieur, bienvenue une fois de plus sur votre émission Oudiat, votre émission de la pensée révolutionnaire. L'enfant qui n'est pas éduqué par le village sera brûlé par la ville. C'est un proverbe nigérien qui nous montre que le développement rural et l'éducation endogène sont justement la clé de notre futur collectif africain. Alors, on va revenir dans notre partage, Fred Todd, en parlant de cet aspect politique. Qu'est-ce que la politique, justement, peut apporter au peuple africain? Il faut savoir que c'est par la gouvernance que s'organisent en réalité toutes les priorités politiques. Tant que la politique reste clientéliste, par exemple, ou alors instrumentisée de l'intérieur, est-ce que notre avenir peut encore plus nous échapper? Je veux dire notre avenir africain, évidemment. Bien évidemment, nous sommes appelés à souffrir encore pour au moins 10 ou 20 ans. Parce que le futur leader politique de l'Afrique, c'est notre génération. Mais dans notre génération, 99,99% sont aliénés. Donc, quand tu arrives dans les universités, quand tu arrives dans les centres administratifs, quand tu écoutes les débats à la télé, quand tu entres en contact avec ces gens et que vous vous asseyez pour causer, tu te rends compte que pour l'instant, tu es encore seul. Ou si vous êtes une quantité minime sur environ 30 millions d'habitants au Cameroun, on va trouver ceux qui sont dans la radicalité, c'est-à-dire qui prennent les choses dans la racine. Comme moi, nous sommes extrêmement rares. Il y a beaucoup qui disent qu'ils sont des kamites, mais qui ne comprennent encore pas les fondamentaux. Ils sont encore dans ce qu'on appelle la mode, des effets de mode. Je suis kamite, mais pose-lui 2 ou 3 questions. Si tu lis les hiéroglyphes, non. Comment a été organisée la politique égyptienne pendant l'ère pharaonique? Il ne peut pas te répondre. Quels sont les grands savants de l'Égypte antique? Il ne peut pas te donner les noms. Mais nous l'avons dit clairement ici, c'est tout un apprentissage. Voilà. À l'école. Voilà. Il faut se remettre à l'école. Voilà, il ne suffit pas de dire que je vais au village, je verse l'huile sur les crânes, après tu dis que c'est ça être kamite. Après tu mets la croix en coco, tu commences à sautiller partout comme une sauterelle et tu dis que tu es kamite, c'est ça? C'est ça être kamite? Non, c'est pas parce que tu portes les tenues africaines, c'est pas parce que tu dis que tu manges avec les mains, que tu manges le tarot avec les mains, c'est ça être kamite. C'est ça, voilà donc la bulle. Ou alors tu brûles l'encens le soir, tu prends les bains avec les herbes et les écorces, c'est ça être kamite, c'est ça? C'est ça? Quelle est la vision africaine du monde? Est-ce que tu la connais? Tu ne la connais pas. Est-ce que tu as même déjà lu un texte sacré africain? Jamais. Est-ce que tu assistes même aux conférences que les leaders kamites organisent? Non, tu es dans ta zone, tu fais tes choses là-bas parce que tu veux aussi te faire voir. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas solidaires entre vous? Tout simplement parce que vous n'avez pas encore compris ce que c'est que être kamite. Mais les autres, eux, ils sont solidaires. Quand les Chinois arrivent aux États-Unis, il y a Chinatown là-bas. Eux tous ils se retrouvent à Chinatown. Quand les Japonais se retrouvent en Inde ou en France, ils sont solidaires. Mais nous, quand les nègres se retrouvent même en France là, c'est entre eux qui se font encore des coups bas. Donc, nous avons ce problème fondamental, c'est que ceux qui dirigent l'Afrique actuellement, c'est les vieillards de la 4e génération ou de la 3e génération. Et la jeunesse qui, eux,
la vague qui suit, la tranche de 50, 60 ans, tous aliénés, ou alors ils courent derrière les intérêts. Beaucoup aussi sont dans les ordres ésotériques et sont conditionnés par ça. D'autres sont alliés aux prêtres, aux pasteurs et aux imams. Voilà. D'autres sont des affairistes, c'est-à-dire ils sont dans le capitalisme et l'individualisme. Ils n'ont pas de prospective, de vision futuriste pour l'Afrique. La génération qui vient, 40 ans, 30 ans, elle-même aliénée encore. Donc, c'est la même chose. Quand tu quittes maintenant 30, 20 ans, c'est pire encore. Parce que eux, les gens de 20 ans, de 15 ans à 30 ans, quel est leur niveau de réflexion? C'est le match. Le Barça va jouer le soir. Hein? Ou alors iPhone Pro Max. Voilà. Les filles sont dans quoi? Hein? Les séries. Novelas. Et sont sur TikTok. En train de voir comment telle influenceuse est en train d'empoisonner leur cerveau avec des enseignements, alors que ce sont des femmes qui ont raté leur vie et qui ne veulent pas mourir seules. Elles veulent détruire les autres filles. Elle commence à leur dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Que tu peux faire ta vie, tu trouves ton travail, si tu as déjà ton enfant, tu vis ta vie tranquillement. Donc l'équilibre psychologique dont a besoin l'enfant, l'enfant n'aura pas cet équilibre psychologique parce que l'influenceuse t'a mis. Elle t'influence pourquoi? Parce qu'elle te dit qu'elle est multimillionnaire. Elle vit dans une villa. Elle a 10 véhicules, le luxe, la vie de luxe. Oui. Elle te dit que moi j'ai réussi dans la vie. Hein, je suis avec mes 2 enfants, mon enfant. Nous sommes à l'aise, nous nous manquons. Vous aussi, vous pouvez. Les hommes vraiment, c'est la prison. Les filles, libérez-vous. Donc, on est en train de détruire le tissu social. C'est-à-dire la famille qui est la base de la société est en train d'être détruite. Par ces idiotes-là qui sont en ligne là, qui empoisonnent le cerveau des jeunes filles, surtout les jeunes filles. Donc les jeunes garçons sont influencés par le match, la musique, le cinéma, la mode, c'est-à-dire les nouveaux téléphones, les nouvelles tenues, la danse, les bars, la bière, la drogue. Donc la tranche de 15 ans à 30 ans, voilà ce qu'elle est en train de subir. Et les filles aujourd'hui aussi sont de plus en plus dans les tendances des soirées. Hein, il y a tel artiste, Mboléa ou machin, qui va venir jouer le tam-tam du peuple et on va voir des négresses aller sautiller là-bas comme les sauterelles et pousser des cris pour séduire même ceux qui jouent, les faux artistes qui jouent la musique du chaos, qui détruit l'harmonie des âmes. Parce qu'au lieu que la musique harmonise les âmes, la musique actuelle, jouée surtout au Cameroun, elle est beaucoup plus là pour détruire, créer le désordre atomique dans les esprits. Et c'est là-bas que les jeunes sont déversés. Les messages qui sont diffusés à travers cette musique, c'est de la dépravation tout court. C'est là-bas que les jeunes sont. Et tu vas voir des filles aller soulever les jupes pour que le gars qui joue là regarde son caleçon. Et après maintenant, il dit que je t'ai remarqué. Viens un peu, viens. Faut que je te pilonne aujourd'hui copieusement. Donc, voilà la bulle dans laquelle la jeunesse se trouve aujourd'hui. Mais quelle politique aurons-nous donc dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Justement, il faut donc recommencer. Oui, puisque nous parlons de politique, Fred Todd, penses-tu que l'Afrique peut réellement se développer sans sa souveraineté monétaire africaine? Donc, ça c'est des détails. Le problème de la monnaie, c'est un détail. Et je vois qu'il y a quelqu'un même qui a écrit récemment dans un commentaire que la monnaie... Le problème, ce n'est pas la monnaie. Si vous avez des leaders aliénés, corrompus et tenus par des cercles ésotériques, le problème de la monnaie ne va rien changer. C'est l'homme qui change. Ce ne sont pas les objets qui changent. C'est l'homme. Le problème, regarde, il y a des pays dans le monde, comme le Canada, qui utilisent le dollar. Mais le Canada vit bien. Le problème, ce n'est pas la monnaie. Le problème, c'est les leaders, le leadership. Mais il ne faudrait pas quand même penser à une monnaie africaine. C'est pour ça que je dis ça, c'est un problème secondaire. Okay. Parce que ce sont les hommes qui changent les choses. Ce n'est pas l'argent qui change les choses. Si les mentalités ne changent pas, les gens vont continuer de souffrir. Mais à quand réellement une politique panafricaine cohérente et indépendante? Il faut tout simplement commencer les formations que je donne. Si on atteint une masse critique de 100 jeunes
qui sont capables, dans leur localité, de relayer les informations, de créer aussi des petits centres de formation. C'est-à-dire ces jeunes, en même temps, qui vont aussi à l'école, qui deviennent des universitaires, mais qui ont une tête bien structurée, qui vont capitaliser leurs connaissances scientifiques et tous les enseignements qu'ils vont recevoir de nous. Si on atteint cette masse critique, je peux t'assurer qu'en 10 ans, nous ne sommes pas pressés d'aller sur les urnes. Nous ne sommes pas pressés de déclarer une candidature à la présidence. Moi, d'ailleurs, moi, je ne suis pas intéressé par ça. Mais on aura besoin des gens qui sont nés pour... Moi, je ne suis pas né pour être chef d'État. Je suis né pour être le NEP Seba, le maître de l'enseignement. Ou alors le négro-thérapeute. Maintenant, désormais le négro-thérapeute. Maintenant, ceux qui sont nés pour diriger, devenir président, etc., nous allons d'abord les travailler mentalement, c'est-à-dire qu'ils doivent être bien formés. Et une fois qu'on atteint une masse critique des jeunes, en ce moment, on va donc créer des réseaux de communication et qui vont davantage répandre l'information et l'éducation dont nous avons besoin. Tant que ça n'existe pas, nous ne comptons pas sur les aliénés qui nous entourent. Vous venez de parler de communication et moi ça m'a vraiment intéressé. Hein. Ouais. Ça m'a fait penser à nos langues justement locales hein, qui sont, comment on va le dire, moins valorisées. À part, justement, quelle est la part de notre... quelle est la part que joue justement cet avenir dans notre capacité à valoriser nos langues locales, maternelles et autres? Bon, puisqu'on parle de politique. Ouais. Mais, oui, mais ça c'est déjà en train de se faire. À l'école normale, il y a un département désormais nommé, consacré. Depuis, oui, nommé langue et culture camerounaise. Très bien. Il y a à l'université de Yaoundé un département nommé littérature et civilisation africaine. C'est déjà bien. Oui. Maintenant, dans les écoles, il y a mon fils là, qui est le plus petit. Il est à l'école et puis on lui demande comment tu dis bonjour dans ta langue, comment tu dis je veux manger. C'est déjà bien. Ça, c'est déjà en train de se faire. C'est en train de se faire tout doucement. Progressivement, voilà. on peut dire. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas dit que le problème de la monnaie est inutile. J'ai dit une fois qu'on a saisi les choses par leurs racines, tout le reste vient tout normalement. Une fois que les leaders, les langues, tout ça, une fois qu'on a des leaders politiques véritablement africains, c'est-à-dire en apparence et mentalement, avec le vrai charisme des Africains, oui. En ce moment les choses changent. Donc tout ça vient tout naturellement. Donc que les gars ne nous divertissent pas sur des faux débats sur le franc CFA. Pour moi, c'est un faux débat. Tant qu'on a des leaders francs-maçons, gnostiques, rosicruciens, musulmans, chrétiens, et qui sont aussi aliénés dans la vision occidentale du monde, c'est-à-dire d'après le système éducatif que nous retrouvons dans tous les États, rien ne changera. On aura notre monnaie, mais les peuples vont continuer de souffrir. Parce que ce sont les mêmes individus qui vont piller, continuer de piller leur peuple et continuer de vendre les richesses de leur peuple pour leur propre gloire et pour la gloire du maître qui est le blanc, etc., etc. Donc le vrai problème, c'est une renaissance qui part de la racine, de la réforme des entendements et de la remodélisation de l'homme véritablement africain qui est enraciné sur sa terre, qui aime son peuple et qui honore ses ancêtres et qui a une vision pour l'avenir de l'Afrique. C'est de ce type de leader que nous avons. Et donc, nous allons créer des réseaux de communication parce que c'est comme ça qu'un peuple se bâtit. Le peuple ne se bâtit pas seulement sur les discours. Il faut former les gens. Dernière question en politique. La démocratie occidentale est-elle compatible justement avec nos structures sociales africaines? Déjà, la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie, c'est pas nouveau en Afrique. Mais sauf que ce qui est pratiqué là-bas, c'est pas vrai. Il n'y a même pas de démocratie en Occident. Aujourd'hui, dès que tu dis seulement que pourquoi les médias sont contrôlés par les juifs, on va te taxer d'antisémite, on va te mettre en prison. Oui. Mais les sémites là, les juifs là, et ils sont libres d'attaquer tout le monde.
Ils ont les mains libres. Ceux qui gouvernent le monde, entre parenthèses. Non, pas le monde, il faut faire attention. Ils ne gouvernent pas la Chine. Ils ne gouvernent pas la Russie. Ils ne gouvernent pas la Corée du Nord. Ils ne gouvernent pas l'Iran. Quand on dit le monde, on a l'habitude de dire ça, c'est faux. Ils ne gouvernent pas le Burkina Faso. Voilà, tu comprends où je vais en venir. Absolument. Donc ils gouvernent tous ceux qui sont chrétiens, francs-maçons, tous ceux qui sont dans leur système de contrôle. Parce que ce sont eux qui contrôlent ces courants spirituels et ces religions. En réalité, ce sont eux qui sont derrière ça. Donc, en réalité, le problème que tu as évoqué notamment en rapport avec la démocratie, la palabre africaine, je montais même déjà qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de match en réalité, oui. En France, il n'y a pas de démocratie. Parce qu'on a imposé l'homosexualité en France. Ce n'est pas le peuple qui a demandé qu'on légalise l'homosexualité. C'est venu d'en haut et on a dit ça passe. Entre parenthèses, même les Français de pure souche ne sont pas d'accord avec ce système-là. Voilà. Oui. Et Macron a fait passer des lois contre, d'ailleurs, l'affaire des gilets jaunes est très révélatrice. C'est la même chose aux États-Unis. Ce sont des milliardaires qui décident de qui doit être président. Donc il faut entrer dans les lobbies. Tous ces systèmes-là. Donc la démocratie est une illusion. Encore que le peuple lui-même, on façonne son opinion, on modèle son opinion via les médias. Donc le peuple même n'est pas libre. Voilà. Des informations mensongères. Voilà. Donc la démocratie n'existe pas en Occident. Voilà. La vraie démocratie, c'est la palabre africaine. Où on s'assoit, on donne la parole à tout le monde. Chaque personne donne son avis sur le problème de la communauté. Et après, on prend les décisions sur la base du consensus. Et sur la base des intérêts qui débordent les individus. Les intérêts majeurs, collectifs. Donc, la vraie démocratie, elle se trouve en Afrique. Donc, il faut remodeler, repenser ce modèle traditionnel et le perfectionner d'ailleurs. Le perfectionner. Mais, par ailleurs, je dirais la démocratie n'est pas incompatible avec la royauté. Pourquoi? Parce que le roi lui-même n'est pas libre comme on croit. Le roi lui-même est tenu par les sages qui sont autour de lui. Il est obligé de respecter la matte. Si ça se passe mal, on le détrône. On le détrône. Je crois que c'est ce qui se passait dans le royaume de Oyo, à l'époque, pendant la période médiévale. Quand le roi ne marchait pas comme il fallait, on l'appelait, tous les initiés, on dit que tu ne marches pas, tu ne suis pas la voie de la vérité. Bois ça et va te dormir. Tu sais ce que signifie aller dormir? La mort. Donc, voilà la sanction du roi. Donc le roi n'est pas libre. Donc en réalité, la vraie démocratie, ce sont les royaumes négro-africains. Les royaumes traditionnels. Très bien. Donc le royaume, la royauté n'est pas contre la démocratie. On élit un roi sur la base de sa vertu, de son sens de vertu, de son sens de courage, de son intelligence, de son statut de visionnaire. Et une fois qu'il déroge à ses responsabilités, on le met de côté. Et on lui fait boire le truc, hein, pour qu'il ne dérange plus les gens. On met maintenant, donc, il passe se reposer. Et on met son remplaçant valable. Voilà. Nous allons passer tout de suite et maintenant, madame, monsieur, à l'aspect économique, à l'économie. Les ressources du continent sont abondantes. Ça, nous le savons tous. Mais tant qu'elles ne sont pas exploitées par nous-mêmes, il y a problème. Il y a un véritable problème. Le problème, ce sont les multinationales. Ou alors, elles nourriront toujours les autres. Oui, ce que je suis en train de dire, que nous sommes inféodés par les multinationales, l'OMS, les organismes et tout ça. Nous sommes tenus par une élite politique individualiste, en fait, qui est engluée dans une doctrine de type septième, le pouvoir temporel. C'est-à-dire que tu dois être puissant ici, maintenant. Le lendemain, ça ne te concerne pas. Ça. Voilà. Et donc, comme ces gars ne pensent qu'à eux, on a ce problème. Toutes les ressources de nos États, les sous-sols, sont exploités soit par certains généraux, soit par certains ministres, soit par, ou alors un groupe de personnes qui gèrent ces choses. Le bois. Nous n'avons pas assez d'argent ou de ressources pour pouvoir transformer tout cela. Est-ce que c'est vrai? Non. Déjà, il faut avoir les brevets. Il faut avoir les brevets. Il faut que les firmes internationales nous autorisent
On doit même avoir l'autorisation des autres pour faire des choses. Pour exploiter nos, voilà, nos propres ressources dans nos propres pays africains. Bien évidemment. Donc, pour même battre la monnaie, on doit avoir l'autorisation. Sinon, notre monnaie ne sera pas reconnue aux États-Unis, ça ne sera pas reconnu en France, en Angleterre. Donc, il y a ce problème-là. Les accords qui ont été tissés, les traités. Nous sommes tenus par ces accords. Et on continue d'exploiter nos sous-sols sur la base de ces accords-là. Donc, il y a des... Nous avons au moins des redevances à cet effet. Oui, bon, c'est vrai que le chef de l'État du Cameroun a, je crois que quand même, il s'est réservé de signer, de renouveler certains accords. Il a même ratifié certains. Il a décidé de ne pas renouveler certains accords coloniaux. Il s'est dit qu'il aurait ratifié, non? Non, il a peut-être certains, mais d'autres. Parce qu'en réalité, je ne suis pas là-bas avec eux. Ce qui se dit, c'est qu'on est venu le voir pour dire que bon, il faut reprendre les trucs. On continue comme renouveler. Et il a émis beaucoup de réserves. Et voilà, d'après ce que j'ai appris. Voilà. Je ne peux pas dire de source sûre, parce que je ne suis pas dans leur réseau. Moi, je suis un électron libre, un négro-thérapeute. Un négro-thérapeute. Voilà, donc, voilà le problème. Comme j'étais en train de le dire, le problème de l'économie doit être repensé. Le modèle africain de l'économie. L'économie distributive. Bon, quand vous parlez de repenser, est-ce que vous êtes au parfum de l'économie numérique? Oui, bon, ça aussi offre une chance inédite à l'Afrique. Mais là aussi, c'est un piège. Pourquoi? Parce que quand on veut numériser tout là, mais c'est pas là qu'on va aussi contrôler tout le monde. Hein. Tu comprends? Parce qu'il y a les centres de commande. C'est-à-dire que quand on veut te bloquer là-bas, on te bloque. On bloque. C'est tout. On appuie sur un bouton. Terminé. Donc, les gens qui sont fous du numérique, là, il faut faire très attention. C'est un très grand piège. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc, en réalité, on doit avoir des économistes. On doit former aussi des économistes. Comme on doit former les politiques africains. C'est vrai que Agboou a écrit beaucoup de bonnes choses, mais je ne sais pas si Agboou n'est pas franc-maçon. Parce que quand il parle seulement de franc CFA, il ne parle pas de la vision africaine du monde, il ne parle pas de la spiritualité africaine. On se pose des questions. Ils peuvent écrire des très beaux textes sur le franc CFA, mais comme on vient de le voir, le problème, ce n'est pas la monnaie. Le problème, c'est le mental du leader. Le mental du leader. Si le leader n'est pas africain, on aura beau avoir notre monnaie, ça ne servira à rien. Rien du tout. Donc le problème est à la base. Donc autant on doit former les politiques véritablement africains, autant on doit former des économistes véritablement africains. Et en cela, l'économie est le pilier d'une nation. Bien évidemment. Nous avons toutes ces difficultés-là, peut-être parce que notre économie africaine n'est pas encore suffisamment assise. Voilà. Regardez par exemple le secteur informel. Il n'est pas du tout structuré. Bien évidemment. Et pourtant, c'est lui qui génère tellement d'argent chaque année. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'il en est à ce niveau? Le secteur informel, tout ça, ce sont des décisions politiques aussi. Parce que parfois, les taxes asphyxient les gens. Hein. Quand on veut te détruire, on commence seulement à augmenter les taxes. Même si tu as ta boutique, tu as pris ton propre argent, tu as construit ta boutique, tu as gardé ta boutique, on commence à envoyer maintenant les chasseurs de primes. Hein? Vous savez ce qu'on appelle les chasseurs de primes. Donc on leur donne 5 000 $ que allez abattre la boutique là. Chaque jour, vous avez les taxes. Après quelques mois, tu vois que la boutique a fermé. Donc en réalité, les Noirs sont les ennemis de leur... C'est-à-dire, ils se combattent entre eux. Nous sommes arrivés dans les extrêmes. C'est-à-dire, le blanc n'a même plus besoin d'être là. C'est ton propre frère qui est ton ennemi. Tout à fait, c'est ça. Au lieu de te protéger... C'est malheureux, mais c'est ce que nous vivons. Voilà. Au lieu de te protéger... Continuellement. Mais si un blanc ouvre une boutique là, il sera intouchable. Mais quand c'est un noir... Les gars sont versés sur toi, les suceurs, les sanctions là. Ils t'épuisent et c'est terminé. Donc, c'est pour ça qu'on parle de négrothérapie. On voit des masses biologiques ambulantes sans substance. Il faut soigner tout ça. C'est quoi les masses biologiques ambulantes? C'est des gens qui ont 2 bras, 2 jambes, parfois avec le pilon entre les jambes, parfois avec le mortier, et avec une tête posée. Maintenant, casse la tête là pour voir le contenu. C'est soit la bouillie, soit la boue. Donc on a des problèmes. Hein?
avec ce type de société-là, vous croyez qu'on va avancer comment? On accuse seulement les politiques, on dit qu'ils ne veulent rien changer. Mais est-ce que le peuple lui-même veut changer? Veut le changement. Voilà. Donc, parfois aussi, on peut avoir des leaders politiques qui peuvent s'assagir dans leur vieillesse et qui veulent vraiment le changement. Mais quand ils voient comment le peuple fonctionne, ils se posent les questions que je vais même m'égosier face aux gens comme ça là qui ne comprennent rien. Hein? Des complexés qui ne connaissent rien. Bon, on va aussi demander, faute à qui? Oui, faute à toi parce que tu n'as rien fait pour réformer les masses. Tu as le pouvoir entre tes mains, mais qu'est-ce que tu fais pour faire évoluer les consciences du peuple? Pour faire évoluer les consciences, c'est simple. Il y a les médias. Il faut protéger ces médias qui conscientisent le peuple. Il y a l'éducation, les écoles. Qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau? Il y a les chefferies. Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà les centres de commandement. La chefferie, le système éducatif, les médias, la presse, etc. Une fois. Et la spiritualité. Donc, vous devez aussi travailler avec les initiés. Au lieu de donner tout le pouvoir à l'église catholique ou aux gens de la Mecque là. Hein? Où est le pouvoir que vous donnez au clergé traditionnel des grands africains? Aucun pouvoir. Au contraire, quand vous allez vers la tradition, c'est pour qu'on vous donne un pouvoir qui va vous permettre de vous enrichir davantage, de dominer sur les autres, de demeurer sur vos postes ou d'augmenter de postes ou d'avoir de nouveaux postes. Voilà ce que ces gens partent chercher dans la tradition. Ils n'y vont pas pour rebâtir nos nations. Ils y vont pour leurs intérêts personnels et égocentriques. Et ça, je condamne cela avec la dernière énergie. Voilà ce qu'on peut dire. Nous avons donc besoin de reformer aussi les économistes. Les réseaux d'éducation que nous allons créer seront fondés sur cette base-là. Qui dit économie dit industrialisation. Venons d'en parler. Mais une industrialisation massive, de masse. Ouais. Penses-tu que l'Afrique peut être forte justement sans cette industrialisation massive? C'est possible? L'industrialisation doit s'accorder à la vision africaine du monde. On ne doit pas suivre l'industrialisation occidentale. C'est l'erreur que la Chine a commise. Aujourd'hui, la Chine est devenue plus matérialiste que les Occidentaux. Mais parler d'une industrialisation africaine? Bien évidemment. C'est ma question. C'est pour ça qu'il faut repenser donc la question d'industrialisation. Oui. Parce que mais comment? Sans machine, gros porteurs, sans tout ce travail. Il faut aussi éviter les polluants, bien évidemment. Parce qu'en réalité, c'est l'environnement qui est le lieu de vie propice des humains. C'est pas parce qu'on veut s'industrialiser qu'on va empoisonner tout le monde. Mais toutes ces machines à décortiquer, le pistage, les arachides, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas fait de bois. Oui, je suis d'accord, mais il faut éviter une industrialisation qui produit les gaz à effet de serre. Il faut éviter une industrialisation qui produit de la matière plastique massivement. Ça, c'est la pollution. Ce sont les polluants. Oui. Donc, il faut repenser l'industrialisation. Oui, industrialisation, oui. Mais quelles sont les ressources que nous mettons en place pour que la pollution ne nous atteigne pas? D'ailleurs, quand nous passons dans les rivières urbaines, là, on voit comment elles sont polluées. Hein? Plein de bouteilles plastiques partout. Les poubelles partout. Donc, il y a ce problème de pollution. Donc, quand l'Afrique pense l'industrialisation, il faut aussi penser le facteur pollution. Bien sûr. Et par conséquent, les leaders politiques doivent œuvrer à ce que le génie négro-africain cesse de fuir l'Afrique pour aller se réfugier ailleurs. Parce que si ce génie n'est pas bien encadré, il va toujours se retrouver au Canada, aux États-Unis. On trouve des cerveaux camerounais à la NASA. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Alors qu'ils peuvent être exploités. Mais ils sont négligés. Nous sommes négligés dans notre pays. Donc, nous sommes sans valeur, pourtant plein de talents potentiels. Voilà le vrai problème. Donc. Très bien. On aurait beau dire industrialisation, mais si les cerveaux fuient, qui va venir bâtir le Cameroun? Qui va bâtir l'Afrique? Donc, il y a les décisions politiques qui sont majeures à ce niveau-là. Oui, industrialisation, je suis d'accord. Mais modeler d'après notre vision du monde, qui est la sacralité de la nature, la sacralité de l'humain. L'homme, ce n'est pas parce que l'industrialisation que l'homme va devenir l'esclave. Parce que l'industrialisation implique aussi l'esclavage humain. Où les gens doivent travailler 24 heures sur 24 chaque jour. Arrondir le chiffre. Voilà. Justement. Donc il y a tous ces facteurs qu'il faut prendre en considération. Autre question à ce niveau, comment protéger justement les ressources africaines sont tombées dans le piège par exemple de la dette? C'est un exemple que je prends. Oui.
à la suite justement de cette industrialisation? Mais là, ça c'est le problème des économistes africains. Puisque l'économie est un domaine technique qui n'est pas le mien, je ne peux pas me prononcer dans le domaine de l'économie. Tout ce que je peux dire, c'est que chaque personne qui va à l'école... En attendant que tout ce processus africain soit mis en place, nous continuons à produire des ressources naturelles. Donc comment les protéger des assaillants, de nous-mêmes, entre parenthèses? C'est pas moi qui vais les protéger. Ce sont les leaders politiques qui vont les protéger. Est-ce que tu suis mon regard? Là, tu parles du présent. Moi, je te dis, si on a des leaders politiques africains, si on a des économistes africains, on ne peut plus avoir ce genre de problème. Donc, les problèmes se résolvent tout seuls. Ce que je te dis est fondamental et essentiel. Une fois que tu as compris que tu as les vrais leaders politiques et des vraies têtes pensantes dans le domaine de l'économie, qui seront africains mentalement, comportementalement et que dirais-je encore, ces problèmes, tous ces problèmes que tu évoques là n'auront plus lieu. Ces problèmes se résolveront immédiatement et d'emblée, sans obstruction. Dès que le peuple est bien éduqué, dès que les économistes sont bien éduqués, les politiques sont bien éduqués, je pense que tout le reste va de soi. Voilà ce qu'on peut dire sur l'économie. Et très bien, nous allons passer à la dernière étape, la technologie africaine. Première question, où en est l'Afrique dans la course de la technologie mondiale concrètement? Déjà, je ne sais pas si les Camerounais produisent même les cure-dents. Le cure-dent là. Parce qu'apparemment ça vient d'ailleurs. Je sais pas si peut-être que bon, on encourage au moins celui qui a fabriqué le bombe François. Mon frère là. Oui, à un moment, on a voulu lui mettre des ballons dans les roues, mais nous, on était révoltés, nous, la population, qui profitons justement des bien-être du bon François. Nous encourageons notre frère. En plus, c'est notre frère de la Léquier. Voilà, qui a fabriqué le bombe François. Voilà au moins une prouesse. Ce bombe aide beaucoup de personnes. Moi-même, je l'ai essayé, j'ai vu que ça marche. Il faut encourager des gens comme cela. Bon. Maintenant, on dit que non, les fabrications se font sans code technique, sans protection, sans ceci, cela, juste pour mettre les bâtons dans les roues. Bien évidemment. Ce sont les certains qui sont au pouvoir là. Ils ne veulent pas. En fait, c'est des gars possédés. Ils sont envoûtés par les rites maçonniques. Et une fois qu'ils voient une lumière jaillir quelque part, la lumière les effraie. Ils disent que mais pourquoi lui il est différent? Et l'enjeu c'est quoi? C'est de t'attirer vers... Ils commencent à se demander, il est avec nous. Pourquoi il prospère? Parce que dans leur logique, pour prospérer, il faut être avec eux. Il y a une seule route avec eux. Voilà. Donc quand ils voient que toi tu jaillis comme ça, tu émerges, ils se regardent, ils se regardent, ils se regardent. Ils voient tout ce qu'eux ils ont subi. Et que toi tu es libre. Tu es sain dans ton corps. Tu n'as pas ces pressions-là qu'ils subissent là. Ils ne sont pas contents. Ils vont chercher à te nuire. Voilà le vrai problème que les gens ne comprennent pas. L'Afrique n'existe plus dans la technologie mondiale. Maintenant, la question de la technologie, on parle de l'éducation, du système éducatif. Quel type d'intellectuels, de scientifiques que nous formons dans nos écoles? Si vous arrivez dans les laboratoires, dans les universités, là, vous n'allez rien trouver. Il y a des gens qui ne peuvent pas vous faire des compositions chimiques. Mais il y a des grands chercheurs qui sont cités là-bas chaque jour. Oui, mais c'est le papier. C'est le papier, c'est le papier. C'est le papier. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses aussi qui sont bloquées par l'Occident. Mais n'accusons pas toujours l'Occident. Voilà Traoré qui est en train de faire un travail interne. Ibrahim Traoré. Et ça, c'est les leaders politiques qu'il faut encourager. Parce que malgré qu'il reçoit des pressions, il a aussi le soutien des pays comme la Russie qui peuvent faire le transfert technologique. Donc je pense qu'il envoie déjà beaucoup de personnes se former en Russie. Et je pense que c'est aussi la même ligne que nous devons suivre ici au Cameroun et dans les autres pays. Mais le problème de la technologie elle-même, lui-même, repose aussi sur une vision du monde. Comment pensons-nous la science? Comment l'Africain pense la science? Comment nous pensons la chimie? Comment nous pensons la physique? Comment nous pensons les mathématiques? Comment nous pensons la géographie physique? Comment nous pensons la
biochimie, etc. etc. Nous avons été les premiers grands maîtres. Voilà, dans ces domaines-là. Voilà. Quels sont les buts et les objectifs de la science? Parce que la technologie est déjà la mise en œuvre, c'est-à-dire les réalisations de théories scientifiques. Quand on parle d'industrialisation et de la production, parce que c'est ça le domaine de la technologie, au niveau de la production. Tout à fait. Voilà. Mais il y a la pensée qui élabore les théories scientifiques. Il y a les expérimentations. Il y a les validations de ces théories via les expérimentations. Et il y a maintenant la réalisation, c'est-à-dire les prouesses technologiques, les innovations, la créativité, etc. etc. Mais tant que la vision africaine du monde n'est pas au centre de la pensée scientifique, nous allons continuer de penser la science comme l'Occident. Elle a été mise de côté carrément. Bien évidemment. Elle est inexistante. Actuellement, quand on observe le monde. Bien évidemment. Quand on voit, par exemple, l'évolution occidentale de la science, il faut remplacer l'homme par les super hommes qu'on fabrique dans les laboratoires. Voilà leur projet. Les robots et autres. Pas seulement les robots. Des humanoïdes. Bon, des hybrides. Des hybrides. Des... On dit que c'est l'homme perfectionné. Que nous là, ce que la nature a produit là, n'est pas bien. Nous avons des limites, nous mourrons, ces choses-là ne meurent pas. Oui, mais ça ne meurt pas. C'est pas que ça ne meurt pas. Est-ce que ça là, ça va parler de la vie éternelle, ce genre de choses là? Non, impossible. Ça va parler du divin. Donc on fabrique un monde totalement coupé du sacré. Voilà la trajectoire que nous sommes en train de suivre. En réalité, oui. Hein? Bon, même les greffes d'organes, c'est un problème. Parce qu'il y en a... Oui, de plus en plus qui sont récurrents. Oui. Il y a des gens qui se baladent avec des cœurs artificiels, des organes, c'est normal. Oui, mais sauf que en réalité, ça crée d'autres problèmes. Donc, il y a ces problèmes. Il y a les problèmes des transgenres, les gens qui changent les sexes. Voilà, c'est toujours la science. Hein? Mais alors, pourquoi la science va vers ce côté? C'est la pensée. C'est la vision du monde. Est-ce que on a compris? Donc, quand la vision du monde n'est pas au centre de la science, cette science va de dérive en dérive. Maintenant, le contrôle numérique, lui-même, c'est une pensée septième. Parce que quand on a le contrôle numérique sur un peuple, la reconnaissance faciale, les puces dans les téléphones qui te contrôlent partout où tu es. Mais quand on veut te neutraliser, en ce moment, quand on va même encore numériser la monnaie, ça va devenir encore pire. C'est-à-dire que si tu ne t'alignes pas à ce qu'on ordonne depuis Washington, on te bloque. Tu es au Cameroun ici, là, dans un village. Tu ne peux plus avoir accès à la banque. On te bloque. Donc, voilà tous ces problèmes-là que nous avons aujourd'hui. Donc, il faut repenser une science qui met au centre la vision africaine du monde, c'est-à-dire la sacralité de la nature, la sacralité de l'humain. C'était ma prochaine question, hein, comment faire émerger les véritables technologies justement africaines durables. Bien évidemment, c'est pour ça que je dis, il faut aussi former un corps de génie qui maîtrise la pensée africaine, ensuite qui étudie aussi la physique, les mathématiques, la chimie, la biologie, etc. Mais en même temps, en étudiant ces sciences-là, qui ont été élaborées par nos aïeux, hein, il faut le dire, depuis l'Égypte pharaonique, en étudiant ces sciences, il faut canaliser la pensée, la recherche scientifique vers la préservation de l'humanité, vers la préservation de la nature, vers la préservation des espèces. Donc, il faut rationaliser les recherches scientifiques, à les arrimer à la pensée africaine, à l'environnement africain. À tout ce qui... Voilà. Oui. Maintenant, au niveau des innovations, ces innovations elles-mêmes aussi doivent être des créations particulières à l'Afrique. C'est-à-dire que... Authentique, original. Oui, authentique et original. Nous devons y imprimer notre marque. Quand vous voyez les marques chinoises, ils ont des choses où l'architecture chinoise est propre à la Chine. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont les gratte-ciel, ils veulent aussi faire un peu comme les Américains. Mais ils ont une architecture particulière. Est-ce que nous pouvons aussi avoir notre architecture particulière? Mais nous avons nos maisons en terre battue que nous avons. Non, le problème, c'est pas les maisons en terre battue, c'est comment on appelle ça? Les schémas africains. Je parle des schémas, c'est-à-dire la symbolique. Nos symboliques, voilà. nos valeurs même. Voilà. Nous comprenons très bien. Donc, par exemple, les maisons
faite sous forme de pyramide, de cône, etc. Il y a une symbolique qu'on peut reprendre pour l'architecture africaine. Cette représentation-là du côté de l'Ouest, hein, si voilà. je me trompe exactement. Voilà. Et au niveau de l'invention des machines, il faut que ces machines fonctionnent avec des énergies qui ne polluent pas, non polluantes. Donc il faut penser ça, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, etc. etc. Donc, quand on parle de technologie là, on n'a pas dit qu'on est contre la technologie, mais on y met, quel est le contenu qu'on met dans la technologie? Ça. Donc, la pensée africaine doit être au centre de tout ça. Et même les innovations, même les affaires des routes là, hein, le bitumage de route, il faut repenser un bitumage non polluant. Parce que j'ai l'impression que le goudron là lui-même est aussi un polluant. Et je pense qu'il y a une autre technologie qui peut nous permettre d'avoir des routes meilleures que celles qu'on a aujourd'hui avec du goudron. Bio, tout ça. Bien évidemment. Oui. Il faut repenser tout ça. Mais on a besoin donc des génies qui peuvent être mis à notre disposition et que nous pouvons former, bien que ces mêmes génies auraient déjà étudié la physique, etc., qu'on va remodeler avec ces connaissances qu'ils ou elles ont et les centrer sur la vision africaine du monde. La vision africaine du monde devient donc comme le modèle éternel. La feuille de route. La feuille de route qui permettra à l'Africain d'être authentique, d'être lui-même dans tous les domaines. Et une fois qu'il sera face aux autres, on va dire, voilà l'Africain digne de respect. Et ce n'est que dans cette mesure que le noir va regagner le respect que les Grecs lui ont donné à l'époque, quand les Hésiodes, les Homères, les Orchiques, les gens qui ont pratiqué l'orphisme, qui ont écrit les textes Théogonie orphique, Théogonie d'Homère, d'Hésiode, quand ils parlaient des anciens Égyptiens, ils les appelaient les dieux. Mais une fois que l'Égypte est tombée, le nègre a été désacralisé, diabolisé par les Sémites et ces mêmes Grecs et ces mêmes Romains. Aujourd'hui, nous sommes au bas de l'échelle. Et beaucoup s'y complaisent encore. Je dirais la grande majorité. Malheureusement, hein, malheureusement, puisque ce qui les caractérise, on peut le dire, c'est un peu l'ignorance. Voilà. On parlait d'un réapprentissage, de repartir à l'école, de faire corps justement avec nos réalités africaines là. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet-là. Je ne sais pas s'il y avait une autre préoccupation. Oui, peut-être encore une dernière question à cet effet. Le numérique peut-il réparer l'exclusion et l'oubli des zones rurales pour venir un peu, pour embrayer encore un peu aux zones rurales? Est-ce que les technologies peuvent vraiment changer, la africaine, je veux dire, peuvent changer la vision de l'Afrique? Je dis, je ne suis pas totalement contre le numérique, mais je suis à moitié contre le numérique. Le numérique ne doit pas devenir, une imposition radicale. Parce qu'il y a les modes de communication africains. Ça devrait être toujours un choix, vous pensez? Oui, bien sûr. Il y a les modes de communication. Mais puisqu'il faut s'actualiser au monde. Non, le problème, on ne court pas derrière on ne court pas derrière le monde. C'est ça que je condamne aussi. C'est, en fait, un peuple, nous-mêmes, nous pouvons faire en sorte que ceux qui courent là se retournent et commencent à nous suivre. Ils disent qu'on partait où là-bas? Voilà les gars qui ont compris, on commence aussi à les suivre. C'est pour ça que je dis, il faut maintenir les modes de communication africains. Notamment le tam-tam, notamment les sifflotements, la communication à travers les eaux, la communication à travers tous les modes de communication doivent être réactivés. Et les enfants, tout le monde doit être instruit sur ce mode de communication. Et ça nous protège aussi de beaucoup de choses. Tu penses que si je veux révéler quelque chose à quelqu'un, je joue mon tam-tam. Mais si j'appelle, l'appel est écouté depuis les États-Unis puisque c'est connecté au satellite. Donc par là, on me contrôle. Pourquoi je ne peux pas communiquer en secret avec mes gens? Donc il faut maintenir les systèmes de communication africains. C'est très important. Ça nous évite le contrôle à distance. Ça nous évite aussi les problèmes d'émissions d'ondes parfois qui perturbent le cerveau. Parce qu'il y a des téléphones qui émettent des ondes vraiment qui perturbent. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont perturbées là aujourd'hui. Ces vibrations-là, des antennes, des téléphones, etc. Voilà, l'électromagnétisme, les ondes électromagnétiques, ça cause aussi beaucoup de dommages au cerveau. Dommages au cerveau, je veux dire des maladies comme telles que le cancer. Le cancer, etc. Dans la folie même, il y a des gens qui sont instables aujourd'hui. La réflexion est perturbée. Donc, on a tous ces problèmes. Il y a même l'alimentation qu'on a oubliée. Parce que
la grande richesse, c'est l'agriculture et l'élevage. Il faut repenser le mode de production agricole. Donc, comment utiliser les sols? Est-ce qu'il y a des engrais naturels? Il y a des gens qui font des recherches dans ça. Mais il faut qu'on se rapproche aussi de ces gens pour faire la promotion. C'est d'ailleurs une mission que je te donne. Essaie de voir en ligne tous ceux qui font des travaux au niveau des engrais bio, etc. Je pense qu'on peut leur offrir le plateau de Kemet TV pour faire la promotion de leur truc. Essaie de rencontrer ceux qui font dans la production des tam-tams, des paniers qu'on tisse là, l'artisanat traditionnel. Essaie de rencontrer ceux qui font dans les masques africains, les statuettes, hein? Ceux qui font dans les bijoux, hein? Les tenues africaines. Voilà là. Essaie de rencontrer ceux qui font dans les pierres, qui vendent les pierres. Le plateau de Kemet Télévision leur est ouvert. Hein? Essaie de voir ce qu'ils font dans la cuisine africaine. Parce qu'il faut qu'on s'associe ces gens. On ne doit pas seulement être ici chaque jour en train de tenir des discours. Il faut déjà passer à l'action. Donc, je vous confie cette tâche à toi et à Magne. En espérant que d'ici le mois prochain, on commencera déjà à avoir des résultats probants sur ce fait-là. Alors, finalement, qui doit décider de ce qu'est l'avenir du peuple noir? L'Afrique ou le monde entier? C'est le noir d'abord lui-même qui nous écoute actuellement. Hein? C'est d'abord nous-mêmes. Ce n'est même pas les politiques. Hein? C'est nous-mêmes. Si nous voulons que l'Afrique change, changeons d'abord nous-mêmes. Et une fois que... Qu'est-ce que nous devons changer exactement? On doit tout simplement adopter la vision africaine du monde. Sur le plan comportemental, sur le plan mental, sur le plan spirituel. Vous pensez que même dans les réalisations. Nous ne sommes pas encore bien dans nos têtes en Afrique. Non, on n'est pas... J'ai bien dit que c'est une séance de négrothérapie que j'ai engagée depuis un certain temps. Des grands malades. Oui, il y a beaucoup de malades. J'ai dit, la plupart, c'est des malades. Quand on marche, va dans un marché, tu vas voir comment les gens sont malades. Va dans les stades de football. Va dans les bars. Tout ça. Hein? Parfois, quand je m'assois, j'engage une conversation de 30 minutes à 1 heure. Les gens qui sortent de là changent. Et je suis aussi très fier parce que j'ai sorti près de 1000 personnes de l'islam depuis que je mène ce combat. Parce que... Et du côté de Jésus? Non, du côté de Jésus, sont des dizaines et des dizaines de milliers aujourd'hui. Ça dit que c'est quand même une grande prouesse. Et parce que chez les gens de Allah, ils commencent les écoles coraniques à 3 ans. Hein. C'est vrai. Donc c'est très difficile là-bas. Hein. C'est vrai. Donc si j'ai environ 1000 personnes là, j'applaudis. Parce que ce matin encore, quelqu'un m'a écrit, m'a dit qu'il est sorti de l'islam. Je vous le conseille de négro-thérapeute. Je vous le conseille. C'est pas facile. C'est pas facile. Pas facile. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut faire. C'est tout ce que je peux dire, à savoir que nous avons besoin de former les gens. Parce que je ne peux pas tout faire seul. L'Afrique prenne finalement elle-même son destin. Voilà, donc tant qu'on n'a pas de personnes formées, parce que ce que je fais ici à Kemet TV, ça ne se fait pas à Garoua, ça ne se fait pas à Bertoua, ça ne se fait pas à Ebolova, ça ne se fait pas au Bala, ça ne se fait pas à Bafoussam. Hein? Mais combien nous écoutent? Nous avons donc besoin de jeunes dans chaque localité qui sont capables de relayer les informations afin qu'il y ait une vague. Et par conséquent, il faut former ces gens. La formation. Et il faut identifier aussi des grands génies qui sont dans les écoles, les centres de formation. Nous rapprocher d'eux et là où offrir une plage de formation aussi pour compléter leur connaissance et afin qu'ils ou elles soient au service de l'Afrique. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet. Et au final, peut-on réellement parler d'un avenir africain? Oui, l'avenir est là. Vraiment, ce sera ma dernière question. Notre avenir repose sur notre capacité de nous réformer nous-mêmes ou alors notre incapacité. Et à cela, on va demeurer liés, prisonniers. Et on sera toujours des suivants et des suivistes, décomplexés. Donc l'avenir se décide maintenant. Veux-tu que les enfants que tu fais continuent d'être des esclaves mentaux? Toi qui me regardes, non. Alors change. Va écouter l'émission Parents-Enfants. Suivons la dynamique que nous sommes en train d'initier aujourd'hui, tous,
tenons-nous main dans la main. Ça commence par la solidarité. Tant qu'il n'y aura pas la solidarité entre les Noirs, on n'ira nulle part. Je crois que les Malcolm X et les Marcus Garvey en ont fait cas. Jusqu'aujourd'hui, on a toujours ce problème-là. Comme je venais de le faire constater via la conférence que j'ai organisée. Tout le monde dit le grand tout, le grand tout, le grand tout. Mais quand on entre dans les actes, les gars se braquent. Beaucoup souhaitent même que ça échoue. Ils disent qu'il veut trop montrer que on va voir. On va voir ce que ça va donner. Il s'agit d'une mission. J'ai dit que ça a donné. Voilà. Donc la prochaine fois, ça va encore donner. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup vraiment pour cette belle émission une fois de plus. Et nous allons essayer de conclure avec toi, mon frère Todd. Où se joue réellement l'avenir du peuple négro-africain? Que retenir en une phrase. L'avenir du peuple négro-africain se joue autour et dans la vision africaine du monde. J'en ai terminé. On va dire au revoir à tout le monde. Peut-être un dernier mot avant. Un dernier mot, juste pour dire, comme je l'ai dit, soyons conscients de notre avenir. Soyons conscients de notre destin. Et tant que nous ne devenons pas responsables de notre avenir, tant que nous n'œuvrons pas pour l'intérêt collectif et que nous allons continuer à faire nos choses à part, et quand on est en difficulté, c'est en ce temps qu'on se tourne vers toi pour lui dire que, ah, vraiment, tu connais, vraiment, je voulais ceci, je veux. Dès que tu finis, la personne te tourne le dos et n'est plus avec toi. J'ai eu des cas comme cela depuis 2018. Des personnes qui sont venues vers moi. Il y a une femme qui s'était déplacée de Suisse. Qu'elle veut faire les initiations. Elle m'avait même promis qu'elle va me garder des ouvrages. Parce qu'il faut que j'en parle pour que les gens comprennent. Quand elle est arrivée, elle n'a acheté aucun ouvrage. Je l'ai mis en connexion avec une initiatrice. Elle a fini de se faire initier. Elle est partie, elle ne m'a même pas dit au revoir. Jusqu'aujourd'hui, cette femme ne m'a plus jamais écrit. Jusqu'aujourd'hui. Et elle est là. Elle suit ce que je fais en ligne. Elle vous suit. Voilà. Et ils sont nombreux comme ça, qui se comportent comme ça là. Bien. Des ingrats. Mais est-ce qu'on va donc cesser d'aider les gens? Non, parce qu'il y a eu des ingrats. S'arrêter pour voilà. Donc, comme je l'ai dit, solidarité, solidarité, solidarité. Engagement, engagement, engagement. Formation, formation, formation. Et ce n'est que sur la base de ça que nous allons voir le changement dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et ça, c'est pour protéger notre progéniture, pour protéger nos enfants. C'est pour ça que nous menons ce combat. En cela, je salue toutes les sœurs de combat, tous les frères de combat. Je continue de vous aimer, même si parmi vous, il y a ceux qui ne m'aiment pas ou ceux qui ne m'aiment pas. Mais moi, j'aime tout le monde. J'aime toujours marteler les choses qui sont en conformité avec la maths. Je n'ai pas dit que je suis parfait. D'ailleurs, je me perfectionne tous les jours. Et je me fais moi-même violence et rigueur. Je pense que vous qui m'entourez, vous me connaissez un peu mieux. Et vous pouvez parler aux autres de comment je suis et qui je suis. Et c'est la même chose de tous les frères et toutes les sœurs qui ont appris à me connaître pendant un certain temps. Il y a beaucoup que je connais depuis 7 ans, depuis 8 ans, depuis presque 10 ans aujourd'hui, avec lesquels je collabore. Et on a toujours gardé de très bonnes relations. Il y a d'autres qui sont venus avec un petit esprit de supériorité, où ils croyaient que comme moi je suis au Cameroun, lui il est peut-être aux États-Unis, ou je ne sais pas, au ciel, à Jupiter. Il va me contrôler. Donc j'ai prononcé une fin de non-recevoir à cela. Et on s'est séparés. Voilà. Mais je suis resté en relation avec les personnes qui me respectent et que je respecte. Otep. Otep, frère, merci infiniment pour cette autre magnifique émission. On parlait de... Il parlait justement, le frère Todd, tout à l'heure de tambour. Sachez que le tambour ne résonne pas pour lui-même. C'est un proverbe sénégalais qui veut justement montrer que l'évolution africaine ne peut pas être un combat solitaire. Elle exige unité et mobilisation. Madame, monsieur, l'Afrique n'est pas en retard. Elle est justement à la croisée de ses chemins. Et sachez que ce n'est pas parce qu'elle n'avance pas. C'est qu'on l'empêche de courir avec ses propres jambes. Mais aujourd'hui, tout à l'heure, avec le frère Todd, nous avons vu comment il est important de choisir. Serions-nous la génération de l'alignement ou celle de l'élévation?
C'est vous qui devez choisir. L'avenir ne se prédit pas. Il se construit ensemble. Et chaque décision que nous prenons, chaque valeur que nous défendons, chaque savoir que nous transmettons, trace une ligne sur la carte du destin africain. Une question pour vous, madame, monsieur. Et vous, Africains de cœur ou de naissance, où pensez-vous que se joue vraiment et réellement notre avenir? Et qu'êtes-vous personnellement prêt, chacun d'entre vous, à faire pour qu'il soit à notre image à tous? Au TEP à tous et à très vite.